Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Paris c'est fou, les meilleures expos, les soirées les plus prisées, les rendez-vous insolites à ne surtout pas rater, on vous dit tout. Alors les filles, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler des animateurs télé qui se relaient pour parler du SIDAction 2011. Et moi, je vais te parler des trônes du monde entier via une expo à Versailles dans les grands appartements. Ça va de 1818 jusqu'à nos jours. Sublime, donc une expo royale à Versailles, le coup d'envoi du SIDAction. Eh bien moi, je vous propose de parler d'un roman à ne surtout pas rater, signé par une femme qui excelle aussi bien lorsqu'il est question d'incarner un personnage que de nous raconter une histoire à travers un ouvrage. Chevalier de l'Ordre du Mérite, c'est le nom du 4e roman de Sylvie Testu. Et elle est avec nous aujourd'hui pour nous en parler. Bonjour Sylvie. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors dans ce roman, en fait, vous parlez d'une femme qui se doit de briller professionnellement et aussi de faire briller son intérieur. Ouais. C'est un peu ça l'idée, non? Oui, c'est une femme qui a envie de faire les choses très très bien, c'est-à-dire d'avoir la meilleure note au travail, de réussir sa vie de façon assez efficace, de gagner de l'argent. Une carriériste quand même. Voilà, une carriériste. Et du coup, quand elle rentre chez elle... Maniaque un peu chez elle, du coup. Et voilà, c'est ça, c'est ses repères qu'elle met, c'est-à-dire en mettant tout en ordre l'un par rapport à l'autre. Il ne faut pas que le livre dépasse de l'étagère, il ne faut pas qu'il y ait une chaussette qui traîne, il faut que tout soit bien carré, sans ça elle est perdue. Bah oui, sinon ça fait avalanche. Et surtout, en fait, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que la personne qui prend comme ça le pouvoir à l'intérieur de son appartement, met l'autre, en fait, le range au rayon du touriste. C'est-à-dire que si jamais vous dites à quelqu'un, voilà, vous dites à quelqu'un, non, ne bouge pas, moi je vais ranger les choses, il est obligé de vous demander où sont ses affaires au bout d'un moment. Oui, puis après, lui reproche. Exactement, et après on le reproche, on dit, bon écoute, tu fais jamais rien. Alors, vous parlez aussi des angoisses de Sibylle Mercier, votre héroïne, c'est un peu les vôtres, hein, parce que j'ai entendu dire que vous n'inventiez jamais, Sylvie. C'est toujours vous, vos amis, votre entourage, vous puisez un peu chez les autres. Oui, je prends partout. En fait, ce que je fais moi, tout le temps, c'est des petites situations. Si je savais dessiner, je ferais presque des planches de bande dessinée. Alors du coup, je décris des petites situations et le fil rouge, c'est que c'est le même personnage. Mais je vole un peu partout. Mais comme j'aime pas beaucoup le cynisme et j'aime pas beaucoup me moquer des gens, je préfère l'endosser et du coup, ça devient de l'autodérision. Avec beaucoup d'humour. Et voilà. Ce qui est agréable, c'est de parler avec humour de choses qui, en dessous, sont un peu plus denses. Chope qui le chopera, quoi. C'est pas à moi de dire aux gens, regardez, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. C'est moi, je dis, regarde comment je vois les choses, moi, je les vois comme ça. Dans la vie aussi, c'est votre plus belle arme contre l'anxiété, l'humour. Vous êtes quelqu'un d'assez... Vous avez l'air d'être un peu... Je ris un peu de tout. Oui, c'est ça. Je ris un peu de tout, même des galères qui me tombent dessus. En fait, je pense qu'on peut toujours, à part si c'est très grave, à part la mort, je trouve qu'on peut se sortir de toutes les situations en riant. Et donc, du coup, je crois que j'écrirai toujours des choses comme ça, en décrivant des faits anodins. Normalement, il n'y aurait rien à en penser, puis finalement, vous dites, quand même, regardez. On en reparle dans une poignée de minutes, Sylvie. Juste avant, je propose de partir avec Audrey, qui était à la conférence de presse pour le coup d'envoi du SIDAction. C'est parti. Alors Audrey, les médias se mobilisent pour la bonne cause. Exactement, et ça fait 17 ans que ça existe. L'opération SIDAction 2011 vient d'être lancée et nous y étions. Regardez les images de la conférence de presse. Les animateurs télé étaient présents et ils vont relayer dans leurs émissions respectives l'opération SIDAction 2011. Ce sera du 1er au 3 avril et sachez que vous aussi, vous pouvez apporter votre contribution au SIDAction 2011 en appelant dès à présent, c'est possible dès à présent, le 110 ou en envoyant don au 33 000 et ce jusqu'au 11 avril. Alors je crois savoir que cette année, les animateurs télé ont tenu à passer un vrai coup de gueule, Audrey, non? Ouais, parce qu'ils trouvent qu'en fait on parle de moins en moins du sida à la télé, dans les médias. Ils trouvent que c'est très très important d'en parler et parce qu'il y a une baisse de la sensibilisation des jeunes et des gens au sida. On les écoute. C'est vrai que je suis de la génération SIDA, qu'aujourd'hui je trouve qu'on en parle moins qu'avant. Donc je pense qu'il faut vraiment mettre un vrai signal d'alarme en ce moment parce que je vois des jeunes qui oublient le SIDA là, en ce moment, qui se disent ça y est, comme on n'en parle plus, comme on revient pas trop dessus, comme ils oublient et donc ça fait des ravages. Moi je trouve personnellement qu'on en parle de moins en moins. C'est genre comme si ça n'existait plus, tu vois, sauf que non, c'est toujours là, il y a toujours un mort toutes les 10 secondes dans le monde, tu vois, enfin c'est toujours un vrai fléau. Le problème il est toujours là, la maladie elle est toujours là et c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. Ça a tendance à glisser un peu des médias comme si le problème était réglé. Or le problème n'est pas du tout réglé, donc c'est toujours bien chaque année de faire une grosse piqûre de rappel, de redire que les besoins sont là, les malades sont là, la maladie elle est encore là et la maladie elle progresse. Il ne faut pas relâcher la tension et la pression sur cette maladie. Donc il faut revenir chaque année, il faut continuer. Du coup, les présentatrices qui sont également mamans se sont senties d'autant plus concernées, Audrey. Oui, bien sûr, parce que comme on disait entre nous tout à l'heure, nous, on est de la génération SIDA, donc on a commencé notre vie sexuelle avec les préservatifs, mais les ados d'aujourd'hui ne pensent pas que c'est automatique. En fait, ils sont moins habitués que nous à utiliser le préservatif et ça affole un petit peu les mamans présentatrices. On les écoute.
Moi, j'ai 2 ados chez moi, donc ils ont quand même encore des potes qui pensent que la capote, ça sert pas à grand-chose. Donc il y a parfois des débats à la maison où je suis un peu égarée d'entendre ça, quoi. Donc je pense que la prévention est importante. Je ne me suis jamais sentie aussi concernée qu'aujourd'hui pour cette cause-là. De par le fait que je suis mère d'un adolescent et que évidemment l'information est primordiale. Il faut parler du préservatif. C'est vrai que le préservatif aujourd'hui ça leur semble quelque chose de banal, d'usuel et en même temps parfois pas nécessaire. C'est-à-dire, on a vraiment le sentiment que il faut systématiquement rabâcher le même discours, mais jusqu'à ce que ça rentre et que ça devienne une évidence pour eux. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait leur dire aux ados? Est-ce qu'ils ont une solution, ces animateurs? Oui, mais il y a Michel Simès, évidemment, du magazine de la santé, qui a son avis, tout comme Cyril Hanouna, qui arrive à trouver les mots justes pour dire aux ados de mettre un préservatif. Écoutez. Il faut répéter sans arrêt que une fois suffit. Et nous, on essaye de répéter ça sans arrêt. Les jeunes pensent que la première fois, on peut y aller. De toute façon, il faut quand même 5, 10, 15 fois pour attraper le sida. Non. Il y a plein de gens qui ont été contaminés lors du premier rapport, un seul. Donc rien que ça doit convaincre les jeunes qu'il faut vraiment mettre le préservatif. Je dis souvent une phrase, je dis pécho c'est bien, se protéger c'est mieux. Il faut se protéger, il faut s'amuser bien sûr, il ne faut pas oublier de s'amuser, tout ça, ce que je dis à chaque fois, mais il faut vraiment protégez-vous, même pas une fois, c'est vrai qu'après quelques fois on est dans le truc, on se dit non, bon, c'est pas grave, mais vraiment protégez-vous, voilà, donc en toutes circonstances et faites pas de conneries, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, donc si vous voulez aider à la lutte contre le sida, c'est possible. Vous pouvez envoyer don au 33 000 ou appeler le 110 pour faire vos promesses de dons. En tout cas, écoutez-les, une fois suffit, protégez-vous, vraiment. Merci beaucoup Audrey. D'ailleurs, c'est assez marrant qu'on parle de ça parce que vous faites allusion, justement, dans votre bouquin, Sylvie, pas vraiment au sida, mais votre héroïne se fait avorter. Et vous pouvez nous en parler un petit peu. La gynécologue lui dit que ça ne protège pas que des enfants. Voilà, justement, elle lui fait la remarque, elle lui dit, vous savez, on peut se protéger avec donc un préservatif, ça ne protège pas que des enfants, ça peut protéger d'autres choses. Je le mets vraiment en filigrane cercle. Dans toutes les petites situations que je décris, il y a toujours plein de petits thèmes qui sont en dessous, que je ne mets pas en avant parce que je suis pas là pour donner des leçons de vie et puis ça m'intéresserait pas, quoi. Mais je l'oublie pas, quoi. Alors, mais même, elle prend pas de moyens de contraception, elle compte tout le temps. C'est aussi une façon d'être bien rangée, bien cadrée. Voilà, exactement. La preuve, elle se plante. Donc ce livre parle du quotidien. On peut dire que c'est un peu votre marque de fabrique, on est d'accord. C'est vraiment ça qui vous touche. Vous êtes en perpétuelle analyse de tout ce qui se passe autour de vous. C'est-à-dire que je suis obnubilée par les détails, je crois. C'est-à-dire, même enfant, à l'école, vous voyez, à l'école, le professeur qui vous assène comme ça, des grosses paroles, des grands trucs sur l'histoire. Moi, je voyais sa tête qui se déformait parfois. Je me disais, à sa vie, il a une mèche de cheveux qui est comme ça. Je voyais sa chemise qui était un peu pourrie. C'est des trucs comme ça. Comme la personne qui a l'air... Voilà, exactement. Vous savez, il a le truc blanc là au milieu qui vous fait comme ça. C'est ça, c'est dégueulasse. Fait comme ça. Et vous n'écoutez plus du tout ce qu'il est en train de dire. Et moi, je suis super attachée à ce genre de truc. Vous savez, comme la personne qui est hyper sympa. Et puis, vous avez vu qu'elle vient de jeter un regard assassin à quelqu'un à côté. Je le vois. Je ne vois que ça. C'est horrible. Toutes ces petites choses. Ouais. Alors, avant de rentrer plus en détail dans les thèmes que vous abordez dans ce livre, est-ce que vous pouvez nous faire le pitch? L'histoire de cette Sybille Mercier, DIRCOM, dans une boîte d'assurance, c'est ça? Ce serait une fille qui a toujours bien fait comme on lui a demandé de faire. C'est-à-dire, bonne élève, qui a gagné donc les bons points, les images, puis ensuite tout. Et finalement, elle veut les médailles, quoi. C'est très infantilisant. Je décris en fait une fille qui reste... pardon, au stade d'enfant, c'est-à-dire elle attend le bon point, elle attend la reconnaissance de ses patrons à l'intérieur de chez elle. Elle a été élevée au fait que voilà, un peu réprimandée déjà lorsqu'elle voulait dessiner un château petite, qu'elle débordait un peu là-bas, elle se faisait tout de suite reprendre par sa mère. C'est normal, voilà. Les parents a appris à dessiner sur la feuille. Voilà, c'est ça. Il faut pas que ça dépasse de la feuille, surtout pas sur la table, surtout pas sur la chaise. Donc voilà, et elle fait toutes les choses très bien, sauf que ça devient une aliénation au bout d'un moment. C'est-à-dire que nous, on est plus élevés, les filles en tout cas, que les garçons à ça, à tout nettoyer. Je vais en venir, mais à tout nettoyer. Et ce qui fait que du coup, elle a à l'intérieur d'elle-même, elle se dit, si moi j'ai les cheveux sales, j'ai juste les cheveux sales. Si c'est un type qui a les cheveux sales, c'est moins grave. C'est-à-dire qu'elle se met elle-même la pression d'une réussite et d'une efficacité qui la rend dingue. Voilà, d'un côté, elle reproche un peu aux gens de lui demander toujours à faire des choses, mais elle-même, quand on lui demande un stylo, il y a un exemple, un moment, pourquoi il me demande un stylo à moi? Mais elle le sort aussi. Elle le sort tout de suite. Voilà, elle ramasse les balles quand elle joue au tennis. Alors elle s'en plaint, mais elle n'a qu'à pas le faire aussi. À ce côté-là. En fait, son compagnon lui reproche d'ailleurs. Mais pourquoi tu donnes un stylo? T'es pas obligé de lui donner un stylo. Voilà, c'est parce qu'en fait, elle entre dans un rôle. C'est-à-dire qu'elle est la personne, l'employée modèle. C'est-à-dire à laquelle on demande un stylo, elle le sort tout de suite. Elle en souffre elle-même. Elle se dit, mais pourquoi
je vais dans mon sac tout de suite et je donne le stylo. C'est un peu super étranglement, en fait. Un petit peu, il y a un peu de ça aussi. Le monde du travail, de toute façon, il y a quelqu'un qui vous demande une chose et vous êtes obligé de répondre à la demande. Oui, elle veut bien faire, elle est un peu maniaque, elle a envie de trouver une solution à tout et de façon assez rapide. Mais de là à parler d'aliénation, en tout cas moi personnellement, Sylvie, parce que je vous avais entendu dire ça dans une interview, j'en parlais avec Anne, je la trouve pas aliénée cette femme. Elle est un peu maniaque, mais aliénée c'est un mot fort, c'est quand même proche de la folie. Elle est quand même gentille, c'est une femme qui a du cœur, qui a des valeurs. Oui, elle est touchante, j'espère. J'espère qu'elle est touchante et qu'elle souffre et qu'on l'aime. Mais voilà, c'est-à-dire, moi je parle d'aliénation à partir du moment où on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire que, en fait, ces repères deviennent au fur et à mesure les objets. C'est-à-dire, c'est ces référents. C'est pour ça qu'à la fin, donc il se passe ce qui se passe, j'ai pas envie de dire la fin, je peux pas dire la fin. Mais c'est parce qu'elle ne peut plus, en fait, être sûre d'elle-même que par rapport à l'intérieur, que par rapport à ce qu'elle a rangé partout. Et elle se dit, bon, un superbe exemple, on peut dire que c'est vraiment, on s'en racontait la fin, elle est avec son compagnon qui est sur le canapé, ils sont en train de discuter, encore une fois, je vais pas vous dire de quoi, mais elle a qu'une envie, c'est qu'il se lève pour remettre le coussin, le regonfler. Je suis un peu comme ça, j'avoue. Oui, mais c'est un peu l'aliénation. C'est-à-dire quand vous êtes... Je suis aliénée alors, Sylvie. Quand vous n'êtes plus dans la discussion avec l'autre, c'est-à-dire qu'il est en train de vous parler comme moi, ce que je vous disais tout à l'heure, je voyais la tête du prof qui est comme ça. On devient un peu dingue. Mais oui, si vous êtes en train de me parler, si je me dis, tiens... Il y a un trou là où elle est assise. Pourquoi elle fait pas comme ça pour remettre le canapé? C'est quand même, il y a un petit trou quand même. Alors je dis pas que c'est une personne enfermée à Sainte-Anne. Et voilà. Autre chose, elle a peur de vieillir. On peut le dire. Il y a un petit passage. Je vais vous lire vraiment quelques lignes. C'est donc bien ça, à part les actrices américaines, pas une femme ne résiste à la loi de démolition par étapes, briller les 20 premières années de sa vie, puis se faire démantibuler par les devoirs quotidiens, les tâches ménagères, les déceptions, les fins d'histoire douloureuses, le chagrin, les hanches élargies par les grossesses successives, le caractère s'endurcit avec la fatigue. Paraît qu'après on a les seins qui pendent. Même quand on n'en a pas, oui, ça pend. En gants de toilette, m'a informé la gynécologue à ma dernière consultation. Oh, putain, comme dit Steph, quand t'as des ravines sur la figure, un gros cul, les nichons sur les genoux, faut avoir un bon compte en banque si tu veux du compliment. Est-ce que vous avez peur de vieillir, Sylvie? Mais non, en fait, moi, je suis le personnage inverse de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc j'ai passé les 30 ans. Je viens d'avoir 40 ans. À peine. Et vous les faites pas, hein. Ça on peut le dire. Mais il y a pas très longtemps, je me regardais dans le miroir et je me disais, mais en fait, ça va, j'ai un bol dingue. Parce qu'on m'avait tellement prévenu que à partir de 40 ans, il y a tout qui se cassait la figure. Je me disais, je vais ressembler à un monstre presque. Et il y a toutes les raisons en fait pour vous faire perdre confiance. Si on vous dit, ah les seins ça tombe, et vous dites, j'en ai pas, ça sera quand même un avantage. La chirurgie esthétique, pour ou contre? Moi, je suis contre rien. C'est-à-dire, si la personne se sent mieux parce qu'elle a fait de la chirurgie esthétique, tant mieux. Maintenant, c'est dommage de se dire, les nanas qui ont vraiment la figure complètement déformée parce que, en fait, elles sont trop angoissées, c'est dommage. Elles se font du mal, en fait. Moi, j'aime pas le résultat, mais moi, je m'en fous. Elles font ce qu'elles veulent. Si elles ont envie d'avoir une bouche comme ça, la tête comme ça, des seins comme ça. C'est mettre un peu ses faiblesses quand même. Oui, il y a un petit côté. Je n'accepte pas qui je suis. Je suis pas une toquée du truc, mais j'ai rien contre. Je me dis pas. J'en tire pas de conclusion terrible, quoi. Très rapidement, avant de passer à Anne, ce couple, donc Sibylle et Adrien, les deux protagonistes de ce livre, se disputent à cause du ménage. En tout cas, c'est ce que vous essayez de nous faire croire, que c'est à cause du rangement, du ménage. Mais au fond, très sincèrement, c'est pas plutôt parce qu'ils s'ennuient, qu'ils n'ont rien en commun. Parce qu'ils n'ont pas l'air de s'éclater. Voilà, c'est ça que je raconte. Quand le ménage est fait, ils n'ont plus rien à se dire. Exactement, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'une fois que tout est bien fait, je crois que aussi le fait d'être hyperactif à l'intérieur d'un appartement pour un couple, c'est qu'il y en a quand même un des deux qui n'a pas envie de discuter avec l'autre. C'est-à-dire il fait quelque chose d'autre. Comme dit Gainsbourg, dans un couple, il y en a toujours un qui s'ennuie et l'autre qui souffre. C'est un peu ça. Elle est en souffrance et lui il s'emmerde. Je suis pas hyper optimiste de sa part, mais moi j'irais pas jusque-là, mais je dirais que parfois ça peut raconter ça. C'est-à-dire quelqu'un qui est tout le temps une tornade à l'intérieur et qui ne s'arrête jamais pour discuter avec la personne à côté, et qui dit attends je reviens dans 2 minutes et qui va faire quelque chose qui n'a aucune importance, c'est ranger le frigo, on s'en fout. Mais lui il a pas l'air d'être hyper intéressant non plus, elle a pas l'air d'être passionnée. En fait. En fait ce qui se passe c'est que lui il s'offre finalement, lui, il est en disponibilité. Il s'offre le droit de ne faire rien. C'est-à-dire de lire un bouquin ou de le reposer et de la regarder en train d'agir. C'est-à-dire qu'il est quand même disponible. Elle pourrait s'asseoir en face de lui et parler avec lui. Sauf qu'elle ne le fait pas. Donc le type, il la regarde virevolter dans la maison. Et voilà. Et en fait, quand la femme de ménage arrive et qu'elle range tout, elle est dans le salon, elle regarde. Elle se dit, on fait quoi? C'est la question. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Allez, on en reparle dans quelques minutes. Je vous propose une petite visite au château de Versailles. Est-ce que ça vous dit, Sylvie? Alors, je l'ai visité plusieurs fois, puis là, je l'ai revisité avec mon fils qui a adoré ça.